Depuis plusieurs années, Mahmoud Ali Youssouf incarne le visage de la diplomatie djiboutienne. Il souhaite désormais conquérir l'Afrique en briguant la présidence de la Commission de l'Union africaine. Avec lui, nous reviendrons aussi sur la dernière Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue la semaine dernière à New York. Nous parlerons aussi du prochain sommet de la francophonie qui s'ouvre à Villers-Cotterêts le 4 octobre prochain. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans le Face à Face. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé-Sud. Vous étiez présent à New York la semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans quel état d'esprit êtes-vous rentré, déçu, optimiste, dans un monde qui est aujourd'hui marqué par le regain de nombreux conflits? L'optimisme n'est pas forcément le sentiment qui nous habite quand on sait que le système international est assujetti à des perturbations, je dirais, historiques. Quand je dis perturbations, son efficacité semble être remise en cause. Pour des raisons qui sont peut-être dues à des contextes difficiles internationaux. Le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a été le garant de la paix et de la stabilité, est aujourd'hui, je dirais, paralysé jusqu'à une certaine mesure pour des raisons qui sont liées à des intérêts contradictoires, notamment entre ce qu'on appelle les P5 ou les P5, qui sont les États permanents du Conseil de sécurité avec le droit de veto. La session donc, qui s'est déroulée à New York il y a quelques jours, la 79e session de l'Assemblée générale, était l'occasion pour tous les pays qui étaient représentés vraiment au niveau des chefs d'État pour la plupart, de pouvoir exprimer leur point de vue sur des dossiers internationaux et surtout pouvoir échanger avec les dirigeants du monde. Au préalable, il y avait un petit sommet qu'on a appelé le sommet du futur, organisé par les Nations unies. Et c'était une façon pour les Nations unies d'essayer de remettre un petit peu sur les rails ce multilatéralisme qui est, je dirais, aujourd'hui très souffrant, pour n'utiliser qu'un euphémisme. Beaucoup maintenant disent qu'il faut le réformer. Et il faut aller dans le sens où il y ait plus d'équité dans la représentativité des États, notamment le Sud global, qui aujourd'hui est en train d'émerger. Et le Sud global, et notamment les États africains et l'Union africaine, souhaitent avoir sa place dans ce Conseil de sécurité, avec 2 sièges permanents et droit de veto avec. Et bien entendu, il y avait des réunions de coordination parallèles. Tous les groupes se réunissent en marge de l'Assemblée générale, le groupe africain, le groupe arabe, l'OCI et d'autres encore. Et il s'agit, durant cette semaine intense d'activité diplomatique, de vraiment trouver ses marques, faire savoir, faire connaître ses positions et essayer de faire avancer la position collective commune des groupes, toujours dans l'intérêt de voir émerger un consensus et une revitalisation de ce multilatéralisme qui aujourd'hui va mal. Et c'est le peu que l'on puisse dire. Et justement, on a vu plusieurs chefs d'État se succéder, dénoncer ce multilatéralisme suranné que vous évoquez un peu tout à l'heure. Vous avez parlé de la place de l'Afrique au sein des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, avec potentiellement un droit de veto. C'est quoi? C'est l'Union africaine qui doit faire son entrée au sein de ce membre de ce Conseil de sécurité, ou c'est un État africain précisément? Parce qu'il y a encore divergence au sein de ce sujet. Vous savez qu'il y a 15 membres au Conseil de sécurité, 5 permanents, plus 3 africains, sur des sièges qui sont non permanents, mais rotatifs. Aujourd'hui, ce que revendique l'Afrique, c'est qu'il y ait une justice qui soit rétablie. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique était absente de ce partage. Ce sont les vainqueurs qui sont aujourd'hui... Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qui se positionnent pour être les décideurs du monde. Mais aujourd'hui, l'Afrique a, je dirais, tous les atouts nécessaires, la souveraineté, l'indépendance, les leviers, l'Union africaine, pour pouvoir revendiquer la place qu'elle mérite. Et cette place qu'elle mérite, on l'a appelée, depuis déjà une dizaine d'années, le consensus des Elouéni. Et à Elouéni, en Swatini, les chefs d'État africains sont réunis pour dire que l'Afrique mérite 2 sièges permanents avec droit de veto. Donc il ne s'agit plus des 3 sièges rotatifs non permanents que l'Afrique occupe de manière rotative en fonction des régions
les 5 régions de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est une autre donne que l'Afrique revendique. Et cela, je crois, est un droit. C'est une équité qui est rétablie. Monsieur le ministre, 2 sièges permanents, qui va occuper ces 2 sièges permanents? On sait que la bataille est âpre aujourd'hui sur le continent. C'est quoi? C'est un État francophone, un État anglophone ou c'est une présidence rotative? Parce qu'on sait que les Africains sont aussi jaloux hein, de la domination au sein de ces instances-là. Je pense qu'on n'en est pas encore là et les chefs d'État ou les États africains n'ont pas encore décidé de la manière avec laquelle ces sièges seraient occupés et qui les occuperait. Ce débat aura lieu. Mais d'abord, il faut garantir, n'est-ce pas, l'acquisition de ce droit ou le retour de ce droit légitime aux États africains. Et ensuite, les chefs d'État africains vont se réunir pour décider comment ces 2 sièges seront occupés et sur quelle base. Ce sera une base permanente, rotative, etc. Tout cela va être discuté après avoir acquis ces droits. Il y a aussi l'appel à reformer les institutions monétaires internationales. Selon vous, quelles sont les pistes aujourd'hui pour aller vers plus de justice, plus de conformité avec l'ordre mondial que nous vivons aujourd'hui? Là aussi, je crois que le Conseil de sécurité n'est pas la seule instance internationale. Justement, la FMI, la Banque mondiale aussi. Voilà que l'Afrique a dans son viseur. L'Afrique a également dans son viseur les conseils d'administration des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Vous savez, juste pour vous donner un exemple, au FMI, nous n'avons qu'à peu près 6%, n'est-ce pas, de droits de vote. 6%. Après, l'Afrique reçoit beaucoup que donne aussi, hein, donc ça peut s'expliquer. 6%. À la Banque mondiale, nous ne possédons que 11% des actions de cette banque. L'Afrique, toute l'Afrique. Donc vous imaginez un peu le décalage ou surtout le déséquilibre qu'il y a dans cette représentativité. L'Afrique a aussi à l'œil le G20. Nous avons déjà obtenu le siège. C'est sous la présidence du président Macky Sall de l'Union africaine. Nous l'avons obtenu. Cette réforme et donc, il y a un certain nombre d'instances internationales dans lesquelles l'Afrique souhaite être représentée de manière équitable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes décisions sont prises en l'absence de l'Afrique. Les décisions globales. Et quand il s'agit des changements climatiques, nous sommes les premières victimes. Quand il s'agit des conséquences d'une certaine économie mondiale, dont les taux d'intérêt sont décidés ailleurs, nous sommes les premières victimes. Quand il y a la guerre en Europe, l'inflation, les principaux dommages collatéraux sont en Afrique. Donc, comme nous sommes, le continent africain est affecté directement par tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes en droit de revendiquer notre place autour de la table où se décident, n'est-ce pas, les grandes décisions globales. Quelqu'un disait, si vous n'êtes pas autour de cette table, vous êtes sur le menu. Nous devons être tout le temps autour de la table et pas sur le menu. Monsieur le ministre, est-ce que l'Afrique est aujourd'hui mature pour exercer ses responsabilités? Absolument. Et sans hésitation, je vous dis que le continent africain se donne les moyens, jour après jour, en s'organisant, en mettant en place des infrastructures, des institutions qui lui permettent de pouvoir justement parler d'une seule voix. Vous avez sur le continent aujourd'hui l'Union africaine, vous avez des institutions, des politiques générales, des institutions juridiques, judiciaires, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice, la Commission africaine. Ils sont peu connus quand même, mais qui existent. Très peu connus, ils existent. Justement. Et nous avons la ZLECAf, qui est la zone franche. Le fameux projet qui peine à aboutir, on en parlera tout à l'heure. On l'heure. avance, le traité a été signé, on avance, il y a des instruments clés qui sont fonctionnels. Bien entendu, les institutions sont là, les politiques ont été actées, et aujourd'hui, c'est surtout la capacité de mettre tout ça en musique et d'aller vers des performances d'exécution qui nous donneront ces leviers dont on a besoin. Un levier où le continent africain est écouté, pas seulement entendu. Le continent africain doit être écouté, et c'est différent. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être entendu durant cette dernière Assemblée générale? On fera en sorte qu'on soit écouté. On peut être vocal, on peut être, n'est-ce pas, le continent peut toujours s'exprimer sur toutes les plateformes internationales, mais entre être entendu et écouté, il y a une grande différence. L'Afrique veut être écoutée. Et pour qu'elle soit écoutée, elle doit se positionner comme un acteur et non plus un spectateur pour lequel on décide. Et là est tout le défi que nous voulons relever au niveau du continent africain. Acteur, vous êtes au sein de votre pays depuis plusieurs années à travers ce ministère que vous exercez. Mais vous voulez désormais être un acteur sur le plan africain. Et donc, vous êtes candidat à la présidence de la commission de l'UA. Pourquoi souhaitez-vous exercer cette fonction? À quoi répond cette candidature? D'abord, il faut rappeler qu'il y a un principe de rotation.
qui a été mise en place sur les nouvelles réformes qui ont été introduites dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Est. Et donc, en Afrique de l'Est, je suis le doyen des ministres des Affaires étrangères du continent. Je suis un ministre qui a exercé près de 20 ans au cabinet et je suis également depuis plus de 30 ans dans la diplomatie, à différents postes. J'ai été ambassadeur également et j'ai été président de plusieurs conseils dans des organisations régionales. Et je crois que j'ai accumulé suffisamment d'expérience et je me considère comme étant la passerelle, quelqu'un qui peut fédérer, quelqu'un qui a des cultures multiples et qui permettrait peut-être de lier le nord au sud, l'est à l'ouest. Je ne joue plus le jeu des blocs. Ce n'est plus aujourd'hui d'actualité. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un président de la Commission qui soit capable d'aller vers toutes les cultures, vers tous les pays, sans avoir le complexe de la langue, sans avoir le complexe de la culture. Et je suis cette personne. Au-delà de cela, je crois que l'expérience, ses atouts, et aussi, il faut le dire, les petits pays aussi doivent pouvoir présenter des candidats. Et parfois, tu sais, il faut se faire son petit bonhomme de chemin au milieu des grands, et ce n'est pas toujours facile. Je crois que mon pays a décidé de présenter ma candidature en ayant, n'est-ce pas, toutes ces considérations en tête, et surtout en ayant foi en mes capacités à diriger l'organisation. Vous parlez d'expérience, mais vous allez affronter une autre personne plus expérimentée, je ne sais pas, dans la politique au sein du continent, c'est l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga. Dans quel état d'esprit vous êtes pour affronter ce ténor de la politique africaine quand même? Moi, j'ai dans mes caractéristiques, dans mes CV, sans vouloir faire de l'encensement, les deux dimensions, c'est-à-dire la dimension politique et diplomatique. J'ai été également secrétaire général adjoint du parti au pouvoir de mon pays. Je suis également parlementaire, élu en 2023. J'ai donc cette composante diplomatique qui est recherchée à la tête de l'organisation. Je crois qu'en dehors de la différence d'âge, je crois que en termes d'atouts, je n'ai vraiment pas, je dirais, à envier à qui que ce soit. N'importe quel compétiteur qui est aujourd'hui en compétition avec moi, je n'ai pas à avoir... Donc, cette compétence diplomatique, il ne l'a pas aujourd'hui, selon vous, l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga? Ça, ce sont les chefs d'État qui le jugeront. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui... Ce sera la différence entre vous deux, hein, je me sens être un candidat complet pour pouvoir assumer cette responsabilité. Raila Odinga considère que l'Union africaine a été longtemps dirigée par des technocrates et qu'il est temps aujourd'hui de faire la place aux hommes politiques plus expérimentés. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, pas du tout. Je pense que c'est au chef d'État de décider du profil qu'ils veulent avoir en face d'eux, parce que certainement les chefs d'État pensent à la mise en œuvre de toutes les réformes qui ont été actées et qui, pour la plupart, n'ont pas encore été effectivement mises en œuvre. Le dernier plan décennal qui compose les 5 piliers de l'agenda 2063, tous les 10 ans, donc il y a un plan décennal, a un taux d'exécution de 37%. Vous imaginez qu'il y a réellement un travail à faire entre le président de la Commission et les États membres, qui soit vraiment un travail... Donc c'est un échec de l'ancien président Moussa Faki Mahamat? On construit, c'est-à-dire qu'une maison, quand elle n'est pas complètement édifiée, on ne parle pas d'échec. On construit les fondations, on construit les murs et on avance. Chaque président de commission, chaque commission qui arrive met sa pierre. Donc c'est dans la continuité de sa présidence. C'est dans la continuité d'abord de la construction, je dirais, du continent. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 24 heures, 48 heures. C'est une construction qui a été décidée par les chefs d'État africains sur 50 ans. L'agenda France 33, c'est de dire, le principal slogan, c'est l'Afrique que nous voulons, prospère, pacifique et unifiée et intégrée. Et c'est ça, et cela ne peut pas se faire. C'est 55 pays. Ce n'est pas la construction d'un seul pays. On construit 55 pays pour lesquels on voudrait avoir une intégration complète, commerciale, en termes monétaires, en termes douaniers. On veut avoir une construction où la paix règne, on fait taire les armes. On voudrait avoir une construction où les grands projets phares, le barrage d'Inga pour l'électricité, le réseau de trains à grande vitesse sur le continent africain, je dirais le marché aérien commun africain, l'université panafricaine, la University, il y a tellement de projets. Le marché des commodités et des produits de première nécessité qui sont aujourd'hui exploités, extraits du continent et reviennent vers le continent avec des valeurs ajoutées multipliées par 10. Nous sommes lésés dans cette affaire. Donc il y a une construction qui se fait. On ne jette pas la pierre à ceux qui vous ont précédés.
On essaye de bâtir à partir de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça, je crois, que la bonne attitude par rapport, n'est-ce pas, à un management, à une présidence qui se veut être fédératrice et une présidence qui prend en compte les attentes d'abord des peuples africains, parce que ce que nous voulons, c'est une union des peuples. Et nous voulons mettre les femmes, les jeunes, au centre de la gouvernance et du développement. Justement, l'Union africaine a été considérée pendant longtemps comme le syndicat des chefs d'État africains. Comment, quand vous rapprochez cette institution africaine des Africains, comment redonner la vision, l'idéal africain prôné par les pères fondateurs? Cet idéal fait partie des aspirations, n'est-ce pas, de l'agenda 2063. Cet idéal est une nécessité impérieuse. Je crois que le continent africain est un continent qui essentiellement constitué en termes d'habitants par des jeunes. Et qui peut aujourd'hui penser ne pas intégrer la jeunesse, les femmes, dans les plus hautes sphères des prises de décision de l'Union africaine? Et je compte bien m'y atteler. Parce que si on ignore cet aspect, on continuera à ne pas, je dirais, apporter l'énergie nécessaire pour le travail commun que nous essayons de faire. Et l'énergie, elle est chez les jeunes, chez les femmes. Et c'est là où résidera le principal défi, ou l'un des défis principaux du futur président de la Commission. Comment comptez-vous gérer vos relations avec les pays africains qui ont connu des coups d'État et qui ont fait l'objet de sanctions? Est-ce que vous serez prêt à les réintégrer au sein de l'Union africaine? Il y a déjà un certain dialogue qui a commencé. Je crois qu'il est important de ne pas rompre ce dialogue. Le canal de communication doit rester ouvert pour accompagner ces pays-là vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ça qui est important. Et ce dialogue, moi, je compte bien le poursuivre. Vous dites à ces pays-là qu'ils ont toute leur place au sein de l'Union africaine aujourd'hui? Dès qu'il y aura retour à l'ordre constitutionnel, il n'y a pas de raison pour qu'ils restent exclus. Ils ont été suspendus parce qu'il y a une charte qui est respectée. Il y a des dispositions de l'acte constitutif qui stipulent cette suspension lorsque un changement anticonstitutionnel de gouvernement arrive dans un pays. C'est la règle. Mais il est toujours important de ne pas fermer la porte parce qu'à travers le dialogue, on peut toujours parvenir à des solutions, à des compromis qui sont nécessaires. Le continent avance avec des compromis. Tant qu'on a les bonnes intentions, les choses rentreront dans l'ordre. En février dernier, l'Union africaine a retiré le statut d'observateur à Israël. Est-ce que vous partagez cette décision? C'était la mesure à prendre? Et puis, est-ce que vous avez compris ce choix-là, ce statut qui est octroyé à l'État hébreu? La Commission est d'abord au service des États. Le président de la Commission est un secrétaire qui exécute les décisions qui sont prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée des chefs d'État. Le président de la Commission ne peut pas avoir la latitude d'attribuer des statuts d'observateur sans consulter les États. Je crois que les États ont des intérêts également qui peuvent être contradictoires. Donc il est très important de consulter, de coordonner et d'écouter les États membres. Et ce sont les États membres qui vous donnent les indications et les orientations sur les décisions que vous prenez. Et c'est ça le rôle du président de la Commission, c'est d'être à l'écoute. C'est vrai qu'il est gestionnaire de l'Union, il est celui qui prépare les rapports, mais il a la principale prérogative et je dirais la principale mission de mettre à exécution les décisions qui sont prises par les organes décisionnels, comme le Conseil exécutif et l'Assemblée des chefs d'État. Donc il n'a aucune initiative politique. Il peut, mais ces initiatives doivent être soumises aux États. Mais il peut savoir aussi. Si les États vous disent non, vous n'avez pas à persister. Les États ne vous ferment pas la porte aux initiatives parce que c'est ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir un leadership innovateur. Et on veut que ce leadership puisse aboutir à des résultats, n'est-ce pas, pour l'Union tout entière et que les décisions qui sont prises au niveau des organes décisionnels soient mises en œuvre. Et donc, si vous venez avec une certaine méthodologie qui soit innovatrice, vous venez avec des idées nouvelles qui permettent de mettre à exécution ces décisions, vous venez avec des idées pour consultation, c'est ce qui est demandé. C'est l'inertie qui n'est pas bonne. C'est l'inertie qui n'est pas, je dirais, recommandée à ce niveau de responsabilité. Il faut venir avec un leadership rénové, innovateur, et surtout venir avec des idées nouvelles qui permettent justement de fédérer. Si vous venez avec des idées qui divisent, ce n'est pas la peine, ce n'est plus des idées. Maintenant, là, je ne parle plus au candidat, je parle au ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Est-ce que l'Union africaine a bien fait d'octroyer ce statut d'observateur à Israël? Non, parce que c'est une décision qui divise l'Afrique et toute décision qui divise l'Afrique doit être écartée. Très bien. Votre pays a su la présidence tournante de l'IGAD, qui est l'autorité intergouvernementale pour le développement. Vous ne chômez pas du tout parce qu'il y a
tellement de conflits au sein de la Corne de l'Afrique, surtout au Soudan. Moi, j'aime bien aborder durant mes interviews parce que je pense que c'est un conflit qui est oublié, qui est très peu médiatisé. Sincèrement, on peut encore espérer un cessez-le-feu dans ce pays-là? Le Soudan est entré dans un tunnel sombre. Et le chaos qui, chaque jour un peu plus, s'installe dans ce pays n'est pas de bon augure. La destruction des installations, des infrastructures, le déplacement de population, des réfugiés, la destruction des institutions de l'État nous rappelle un petit peu le scénario somalien. Et nous sommes très inquiets. C'est pour ça qu'à la tête de l'IGAD, nous avons essayé et nous continuons à essayer. Trois sommets ont été organisés pour le Soudan. Récemment, au mois de juillet, nous avons organisé une retraite à Djibouti pour coordonner les initiatives et surtout appeler tous les médiateurs à essayer d'avoir une approche harmonieuse, de ne pas créer plus je dirais, de divergences dans la société soudanaise. Je crois que le cessez-le-feu est un impératif. Sans le cessez-le-feu, il est très difficile de remettre le processus politique sur les rails. Sans le cessez-le-feu, les actions humanitaires, même que les Nations Unies essayent de mener, risquent de ne pas, je dirais, avoir les résultats escomptés. Aujourd'hui, il y a quelques corridors qui sont ouverts, mais il est important d'arriver à un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu nous permettra d'envisager à court terme des solutions rapides à un certain nombre de défis auxquels le Soudan est confronté. Et je vous le dis vraiment sans détour, le pays est dans une situation anarchique terrible. Et cette guerre civile est dévastatrice pour le Soudan, qui est un grand pays. Mais comment on gère la situation humanitaire avec la famine, les millions de réfugiés qui partent? Comment vous gérez cette situation-là humanitaire au niveau de l'IGAD, bien entendu, nous coordonnons avec les Nations Unies. C'est le système des Nations Unies qui est, je dirais, à l'avant-garde de cette action. Il y a un contact qui a été fait avec l'Éthiopie et le Tchad. 2 corridors ont déjà été ouverts du côté du Tchad, de la région d'Adré, du côté de l'Éthiopie, de la région de Gadaref, et je veux dire de la région Amhara. Et donc, il y a des tentatives d'élargir, n'est-ce pas, ces corridors. Pour l'instant, les belligérants ont accepté que ces corridors restent ouverts. Mais, il faut le savoir, et les réfugiés, les déplacés soudanais ne reçoivent que 15% de ce qu'ils devraient recevoir comme aide d'urgence. Il y a encore près de 500 millions de dollars d'aide qui attendent à la frontière et dans les entrepôts. Et donc, il est très important d'arriver à un cessez-le-feu, ne serait-ce que humanitaire, pendant une certaine période pour que la souffrance des populations soit soulagée. Rapidement, Monsieur le ministre, on va achever sur le sommet de la francophonie qui aura lieu ce vendredi 4 octobre à Villers-Cotterêts. Vous allez participer, vous allez représenter votre chef d'État. Certains États africains comme le Togo, le Gabon ont rejoint le Commonwealth. Oui. Est-ce que vous vous inquiétez d'un recul de la francophonie sur le continent africain? C'est évident, il y a un certain recul, mais je crois qu'il faut repenser la francophonie, non pas un espace seulement culturel, mais il faut renforcer ses composantes politiques et économiques. Et c'est dans cette perspective que cet espace que nous chérissons, c'est parce que la langue française est notre langue de communication, nous avons cette histoire commune et également. Je crois qu'il est très important de la faire évoluer. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mouchikwa, fait un travail extraordinaire. Mais seule à la tête de l'organisation, elle ne pourra pas, je dirais, parvenir aux résultats et aux objectifs que nous nous sommes fixés. Il est très important que les États membres puissent, n'est-ce pas, la soutenir. Et aujourd'hui, quand on parle de la francophonie, on parle d'un espace très, très, très vaste qui va de l'extrême Asie jusqu'en Amérique latine. Ce n'est plus l'Afrique qui est un petit peu... L'Afrique, c'est vrai, est la principale composante, mais on parle avec les pays associés, les pays affiliés observateurs, on est à plus de 80 États. Donc c'est un grand groupe et il est très important de comprendre que quand on parle de francophonie, on est là dans une structure, dans un espace qui dépasse le cadre uniquement francophone et qui doit rapidement se doter des instruments pour que cette francophonie soit à l'image des autres groupes politiques, économiques et les mêmes influences et les mêmes capacités de peser sur la scène internationale, de peser
dans les décisions globales. Voilà un peu nos souhaits et nos ambitions au sein de cet espace. Monsieur le ministre, vous avez un CV assez remarquable. C'est un plaisir de vous interroger actuellement. Vous vous définissez comme un technocrate ou un politicien? Les deux. C'est possible? C'est possible. Les deux. Et il est possible d'avoir les deux casquettes. Et j'aimerais bien qu'on me, je dirais, considère comme tel. Comme techno-politicien. Voilà. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci.